Nous continuons d'évoquer l'actualité liée au Mondial 2018 en Russie. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 14 mai. Le match d'ouverture a opposé la Russie à l'Arabie Saoudite 5-0 en faveur de la Russie. Alors, dans la réflexion, Constant Lemou, vous trouviez que, par exemple, si on prend l'équipe française, eh bien, beaucoup d'Africains se retrouvent en sélection française. Oui, justement, je disais justement que la performance des Africains ne se résume pas aux équipes africaines, mais la performance des Africains se retrouve également dans les équipes des pays occidentaux, notamment la France, dont l'équipe, les 23 Bleus, sont pratiquement africains, pratiquement africains, à plus de 60% africains. Alors, je dis que l'Afrique évoluera non seulement dans les pays africains, mais également en France. Ce n'est pas la France seule, il y a d'autres pays, comme l'Allemagne aussi, qui utilisent les Africains, l'Italie également. Bon, en tout cas, l'Afrique est partout et je pense qu'en matière de football, l'Afrique commence à dominer le monde. Alors, par contre, Tunisie, Maroc, Égypte, Sénégal, Nigeria, Sénégal et Nigeria, qui peut véritablement faire rêver l'Afrique? Non, moi, je ne veux pas donner une certaine prééminence, sinon donner une équipe favorite dans ce groupe-là, parce que en tant qu'Africain, je dois souhaiter bonne chance à toutes les équipes, même si deux équipes africaines vont se retrouver en finale, et c'est ce que je pourrais souhaiter, parce que même si les équipes africaines n'arrivent pas à franchir une certaine limite, et cette fois-ci, il faudrait que nous leur souhaitions bonne chance, et surtout que nous avons des équipes qui sont pratiquement la proie facile. Quand je prends l'Arabie Saoudite, et moi j'aurais souhaité même que l'Arabie Saoudite soit, enfin le niveau de l'équipe saoudienne soit un peu dans les groupes des Africains pour qu'on puisse vraiment évoluer. Mais par rapport à ce qu'a dit mon frère Lemou, et c'est vrai, les Africains brillent de par leur football dans les équipes européennes, enfin dans les équipes occidentales. Mais lorsqu'un Africain arrive à faire des merveilles dans ces équipes, bon, c'est vrai que d'origine, il est africain. Mais ce n'est pas le nom de l'Afrique qui émerge. Lorsque, par exemple, la France a eu la Coupe du Monde, on n'a pas dit que c'est l'Afrique qui a eu la Coupe du Monde. C'est la France. Moi, je souhaiterais que les Africains reviennent en Afrique pour pouvoir briller vraiment, afin que le nord de l'Afrique aussi soit à la une au niveau de la presse. Alors, Jean-Luc, on ne verra pas ces éternels problèmes de primes qui sont collés aux équipes africaines. Chaque fois qu'elles ont participé, c'est tel pays qui boude parce qu'on n'a pas reçu les primes, etc. Non, nous prions vraiment que ça ne soit pas le cas. Parce que là, ça fait honte au continent. Mais vu le parcours des pays qui sont sortis, je crois que ces pays-là, africains, ont mis quand même le paquet pour que leurs équipes puissent évoluer en tranquillité. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a certains pays, comme le Togo, à chaque fois qu'on va à la Coupe du Monde, c'est toujours le problème de primes. C'est une seule fois même. Oui, bon, prions qu'avec ces autres pays-là qui sont en train de participer à cette messe mondiale-là, que le problème ne se pose pas, pour qu'à chaque fois on se mette à indexer l'Afrique de ce problème-là. Bon, je voudrais revenir aussi à ce que disait Pacom tout à l'heure. Vivement que franchement les Africains puissent rentrer au Bercail pour pouvoir il faut qu'on les mette dans de bonnes conditions. Justement, c'est là où je voulais en venir. Il faut qu'on les mette dans de très bonnes conditions
pour leur permettre de pouvoir rentrer, avoir le courage de rentrer au pays pour pouvoir donner le meilleur de soi-même à son pays et hisser le football africain haut. Et ça, vivement que nos États, nos gouvernements puissent prendre la conscience, puissent prendre la mesure de la chose et investir énormément dans le football. Ça, c'est très important. On a beaucoup de priorités. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de priorités. Vous avez vu, par exemple, au Togo, on a pris un entraîneur à 25 millions, soi-disant, par mois, mais vous voyez la performance. Bah oui, justement, il faut aller voir dans quelles conditions ce contrat a été élaboré. Mais on aurait appris que c'est M. Bolloré qui paie cela. Alors, est-ce que l'entraîneur là aura peut-être à respecter ce que l'État lui dira parce qu'il sait que ce n'est pas l'État qui lui paie à la fin du mois. Donc je pense que c'est des problèmes c'est des trucs qu'il faut éviter. Il faut injecter de l'argent. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Peut-être la volonté est là, mais les moyens non. Non, nous avons les moyens. C'est la volonté qui manque. Est-ce que vous pensez que le Togolais lambda accepterait qu'on paye 20-25 millions à un entraîneur alors que les hôpitaux sont dans cet état? Alors oui, dans ce cas, il faut mettre en priorité ce que tu viens de dire, les hôpitaux, le social, c'est vrai, et peut-être maintenant revenir sur le culturel, enfin le sport, et avancer. Mais je pense qu'il y a un manque de volonté à ce niveau-là. Et ça, c'est pratiquement pour tous les pays africains, pas seulement le Togo. Constant Lemou, dernière question. La Russie a déboursé 13 milliards quand même pour se préparer à cette compétition. Il y aura retour sur investissement? En principe, oui. Si la Russie, l'équipe russe va loin dans la compétition, eh bien, elle va attirer les spectateurs dans les stades. Et puis, je pense qu'ils iront rapidement recouvrer l'investissement. Non seulement ça, la Russie, c'est quand même l'Europe. C'est quand même l'Europe et ce n'est pas très loin pour que les Européens eux-mêmes des autres pays se déplacent facilement. Et les infrastructures sont conséquentes. Rien ne peut inquiéter quelque pays que ce soit. Et il n'y a pas de doute qu'il y ait retour sur investissement par rapport aux 13 milliards déboursés pour organiser la Coupe du Monde. Là, je ne pense pas que ça puisse poser problème pour la Russie. D'accord. Second sujet de regard croisé, le Nigeria. La police de Lagos a annoncé mercredi qu'elle enquêtait sur un homme soupçonné d'être à la tête d'une banque de sang clandestine après l'hospitalisation d'un adolescent qui a donné près de 2 litres de sang en moins d'une semaine. Alors, Oshek Boulou Paul, c'est le nom du monsieur, a été placé en garde à vue pour avoir offert 4000 naira, ça fait 9,50 €, c'est 3 fois rien, à un garçon de 17 ans en échange d'un important don de sang dans un établissement non autorisé. Le jeune homme est ensuite retourné à ses affaires, c'est ce qu'il a raconté. L'homme lui a pris un autre litre de sang le samedi dernier et le garçon s'est effondré. Jean-Luc Assia, le problème de la disponibilité même du sang se pose avec acuité dans nos États aujourd'hui. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux, on n'a pas de sang, mais quand on constate que derrière, il y a des gens qui profitent pour s'enrichir, cela laisse perplexe. Non, mais c'est clair, cela laisse perplexe. Vous savez, c'est que nos États, enfin nos gouvernements ne sont pas aussi bien organisés en la matière. En matière de banque de sang, vous savez, dans les pays développés, c'est toute une industrie. Hein, et c'est un truc qui s'organise très bien. Et on suit à la lettre ce qui se fait. Alors, vous savez, le Nigeria, c'est un pays très vaste, où il est très difficile à l'État de tout contrôler. Et donc, tout le monde peut se permettre tout ce qu'il a envie de faire. Et le jour où la police met la main sur toi, tu as des problèmes. Et c'est le cas, justement, avec notre ami Paul. Je crois qu'il pensait sous la coulée douce en faisant ce business-là. Mais il reste à savoir... qu'est-ce qu'il fait avec le sang? C'est ce que la police cherche à déterminer. C'est ce que maintenant je crois que la police doit déterminer, chercher à savoir. Est-ce que c'est pour des pratiques occultes? Est-ce que c'est pour les revendre pour les gens qui en ont vraiment besoin au marché noir? Je crois qu'il faudrait maintenant mener une enquête pour aller loin et savoir. Mais non, il faut aussi chercher à savoir est-ce qu'il a l'autorisation nécessaire pour. Il n'a pas l'autorisation. Il n'a pas l'autorisation, mais je crois qu'il a déclaré être un technicien en la matière. Oui, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il faudrait que la police puisse vérifier. Un technicien en la matière ne va pas prélever 2 litres de sang à un adolescent en l'espace d'une semaine. Justement, il faudrait que la police puisse vérifier, voir vraiment s'il a un technicien en la matière, s'il a le permis
pour le faire. Et bon, je ne pense pas que le Nigeria autorise les gens à faire ces pratiques-là chez eux, à ouvrir des banques de sang chez eux, je ne pense pas. Et donc, je crois qu'il faut aller au fond de l'enquête pour déceler vraiment si c'est un réseau, voilà, déceler ce réseau et arrêter cela. D'accord, c'est un business du sang ici? Oui, on peut le dire ainsi, mais je pense qu'on ne va pas aller trop vite en besogne. Du moment où la police n'a pas encore donné les conclusions de ces enquêtes. Mais lorsqu'on voit le Nigeria, lorsqu'on analyse le pays, tout d'abord, c'est un pays qui est à plus de 180 millions d'habitants. Le chômage est galopant. L'État n'arrive plus à contrôler certaines choses. Donc, quand vous rentrez au Nigeria, vous allez voir que le pays est un peu miné par la corruption. Et la corruption à haute dose. Donc, ces genres de pratiques ne peuvent pas surprendre. Et donc, le Nigeria même, enfin, certaines mauvaises langues estiment que le Nigeria, c'est un foyer de corruption. Je dis certaines mauvaises langues. Donc, si on trouve des gens comme ça qui disposent des banques de sang, cela ne surprend pas. Cela ne surprend pas, même si vous traversez la frontière jusqu'à au niveau de au niveau de la frontière Bénin-Nigeria, Sémé, et vous rentrez au Nigeria, vous allez constater que il y a une haute atmosphère par rapport à la corruption. Donc le pays est hautement, enfin, dans une corruption incroyable. Donc moi, ça ne me surprend pas. Même si la police pousse des enquêtes, elle peut trouver d'autres éléments beaucoup plus catastrophiques par rapport à ce qu'on nous montre aujourd'hui comme banque de sang. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et je ne serais même pas étonné si la police nous dise demain qu'il y a des autorités même qui sont dedans. Ah oui, c'est le Nigeria. Alors, Constant Lemou, c'est quoi? Par exemple, pour ce jeune, il a donné un premier sang le lundi, on lui a remis 4000 naira, et puis le samedi, c'est quoi? C'est la pauvreté qui explique ça? C'est plus qu'évident que ça doit être un jeune adolescent démuni, issu d'une famille donc complètement démunie, au point de risquer sa vie contre je ne sais quelle valeur, les 4000 naira. Ça fait $11. $11 à peine, ça ne veut absolument rien dire par rapport aux soins que ce jeune devra subir, ce que ça coûte pour lui permettre de récupérer sa santé. Bien, le Nigeria, on ne peut pas dire que c'est un pays voyou, non, on ne peut pas aller jusqu'à ce degré. Mais là, vraiment, on se rend compte que tout est permis. Tout est permis, il n'y a pas de contrôle. Même la vie humaine n'est pas respectée au Nigeria. La vie humaine n'est pas respectée. Sinon, un individu ne peut pas se permettre de prélever le sang humain dans des conditions vraiment telles que c'est décrit. Même s'il a suivi une formation en laboratoire, quelle est l'autorisation qui lui a été accordée d'ouvrir une banque de sang? Rien. Pratiquement, c'est une clinique clandestine. Et alors, à quoi était destiné ce sang? La police est interrogée, nous n'avons pas encore d'enquête. Et puis, dans le système de trafic d'organes humains, le Nigeria est une plateforme à la matière. C'est en cela que je trouve que le Nigeria, vraiment, c'est un pays qui ne respecte, où on ne respecte pas la vie humaine. Malheureusement, c'est un système qui est en train de contaminer pratiquement les autres pays de la sous-région, dans la mesure où ceux qui sont impliqués dans ce circuit-là, souvent, ils se donnent vraiment une vie opulente. Alors, comment se gère ce sang? Récemment, on parlait des Gaïmans qui trafiquent le sang humain. Nigeria, Bénin, je ne sais pas à quelle distance. Et ce n'est pas surprenant qu'on trouve rapidement un lien entre le système, je ne sais pas comment qualifier, comment on nourrit les fétiches du sang humain et le sang humain qui est prélevé de façon illicite au Nigeria. Franchement, je ne comprends pas
vers où va le monde vraiment dans cette zone de la sous-région. Ça pose problème. Les Nigérians disent que l'argent n'a pas de couleur, c'est un peu ça. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays qui a connu une guerre tribale terrible, qui a décimé pratiquement une partie de la population. Et les Nigériens ont appris à se battre, à arriver par tous les moyens. Et c'est un pays qui s'est construit non seulement dans l'illégalité, dans la légalité, mais dans l'illégalité aussi. Vous allez voir les affaires de drogue, etc. et autres, c'est des trucs dont le gouvernement fermait les yeux là-dessus pour pouvoir permettre au pays d'avancer. Et donc, je crois que ça a contaminé et ça fait qu'aujourd'hui, les Nigériens ont pour logique ou leitmotiv passer par tous les moyens pour avoir de l'argent. Et donc, pour eux, tout est permis quand il s'agit de se faire des sous. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, vous savez, moi, elle est nigériane, donc je m'y connais un peu. Il y a quelqu'un qui me disait une fois quand j'étais allé dans le pays, que la population est divisée en 4 parties. Il y a ceux qui sont sauvagement riches, il y a ceux qui vivent de façon moyenne, il y a les pauvres et il y a ceux qui sont extrêmement ou sauvagement pauvres. Donc, chacun, à son niveau, essaie de se battre pour se trouver des sous pour pouvoir vivre. Et ça permet. Et puis l'État aussi laisse les gens faire leur activité. L'État ne se mêle pas trop des affaires des gens, à moins que, tu n'exagères. D'accord. Donc, ce qui fait que tout le monde se permet quand même certaines choses. Chacun se met dans son coin et sous la coule douce se fait des sous. Et donc, je pense que c'est un pays qui fonctionne comme cela. C'est un pays qui fonctionne comme cela. On pense que l'argent, effectivement, n'a pas de couleur et on peut passer par tous les moyens pour le trouver, pour en gagner. Pas comme Dossé, la police a retrouvé au moins 7 litres de sang dans la clinique sauvage de ce suspect. Vous imaginez qui peuvent être ses potentiels clients? Mais Jean-Luc l'a dit, il avait fait allusion, Jean-Luc et les Mous, enfin, ils l'ont dit, ils ont fait allusion peut-être aux pratiques occultes, parce que je l'avais dit à l'instant, trouver cette banque de sang ne surprend pas. Et le Nigeria est réputé en la matière. Quand on veut parler de commerce des pièces détachées humaines, eh bien, c'est un commerce qui est terriblement développé au Nigeria. Donc, c'est pratique. Mais on ne peut pas trop vite aller en besogne parce qu'on ne sait pas si ce sang, enfin cette quantité de sang est souvent destinée aux gens qui n'ont pas pu trouver de sang au niveau des hôpitaux. Donc, laissons la police aller au bout de ces enquêtes. Oui, mais je crois que je parie que ça doit être pour des pratiques occultes. Pourquoi? Parce que si c'est un business qu'il faisait pour peut-être vendre ça sur le marché noir pour ceux qui n'ont pas trouvé dans les hôpitaux, je pense que la police allait trouver assez de quantité chez lui. Mais à moins qu'il vient juste de commencer. Donc, à contraire, je pense que sûrement que c'est juste pour aller faire des pratiques occultes pour avoir de l'argent. Je parie. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire simplement que parce que le Nigeria est un grand pays, c'est vrai, et très peuplé, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, que, c'est une fatalité, les autorités ne peuvent rien contrôler? C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, en effet, avec 180 millions d'habitants. C'est évident que le pays soit difficile à gérer, mais ce n'est pas une raison pour justifier se laisser aller. C'est un grand problème que les autorités nigérianes doivent gérer. C'est un pays fédéral. Mais que font les autorités, les gouverneurs des départements, des États? Qu'est-ce qu'ils font? Non, on ne comprend pas. Ou bien tout le monde s'est investi dans ce marché noir
tout le monde court derrière l'argent, quelle que soit la couleur. Et finalement, le pays est laissé à lui-même et chaque citoyen développe ses affaires comme il le veut. Puisque finalement, on a l'impression que personne ne contrôle le Nigeria. Chacun se taille une partie qu'il gère, tel le Boko Haram le fait. Ceux qui ponctionnent le pétrole comme ils veulent, des sociétés étrangères qui s'installent dans des zones que le gouvernement central ne connaît même pas. Et le pétrole se ponctionne régulièrement dans le sous-sol nigérien sans que le pouvoir central ne se rende compte. Ça pose problème. On dirait que le Nigeria n'est pas gouverné. Il faut vraiment une prise de conscience des premiers responsables de ce pays pour ne pas contaminer la sous-région avec cette mauvaise pratique. Il y a aussi, Jean-Luc, un problème d'éducation parce que aller comme ça, se lever et puis aller, comment ça, donner son sang sans se poser la question, est-ce que la personne prend des dispositions en amont? Est-ce que les aiguilles ne sont pas utilisées pour plusieurs personnes et tout ça? C'est un problème d'éducation là. Oui, le problème d'éducation se pose. Au-delà de la question de la pauvreté qu'on a évoquée. Le problème d'éducation se pose du moment où on peut pas, enfin c'est vrai, on peut pas se permettre de se lever quand on est bien éduqué, se lever et aller, comme tu dis, se faire donner son sang n'importe où, n'importe comment. Mais je crois que le facteur pauvreté revient toujours. Le facteur pauvreté revient toujours. Tu as beau être éduqué, mais quand le ventre crie, on oublie l'éducation et on fait des choses dont on n'a pas envie de faire. Et après, on regrette. Et je pense que c'est ce qui a emmené ce jeune-là. Parce que bon, il voulait gagner facilement sa vie, puisque c'est la règle en fait au Nigeria, c'est la règle. Et donc il voulait lui aussi rapidement gagner sa vie. Donc il se dit, bon, mais en donnant 1 litre de sang, je ne perds rien, je gagne de l'argent. Et quand je mange bien, je récupère un peu, je donne encore demain. C'est en fait ça. Le Nigeria est gouverné par cet esprit-là, par cette logique. Tout est facile, il faut tout simplement se battre pour y arriver. Je crois que c'est comme ça le Nigeria fonctionne. D'accord. Nous allons maintenant marquer la grande pause pour suivre le journal et nous revenons après sur le Burkina Faso.